Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de manivelle. Eh oui, car une manivelle aussi ça tourne. Et d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on dit un tour de magie? Il n'y a rien qui tourne dans l'histoire. Eh oui, moi je pose des questions que personne ne se pose. Vous l'attendiez, vous le vouliez, vous le mangiez. Je savais que j'aurais dû me limiter à 2 verbes. Voici l'épisode sur diversion du mois d'août 2019. Ou l'un des épisodes si je décide d'en faire d'autres après. L'émission dans l'ensemble est plutôt cool, hein, les tours sont vraiment bien. On va s'attarder sur 2 d'entre eux en lien avec la téléportation. Bon, je vous présente pas Luc Langevin. Si vous êtes là mais que vous le connaissez pas, je sais pas par quel chemin détourné vous avez fait le trajet. C'est un magicien québécois qui fait de la grande illusion, du close-up, il a fait des émissions de magie, des spectacles, des tours dans des émissions de télé, enfin plein de trucs quoi. Ce qui le distingue selon moi, c'est que dans chacun de ses tours, il veut faire ressurgir chez le spectateur une espèce de curiosité infantile. Enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois. C'est toujours très sympathique, très surprenant et merveilleux. Au début de l'émission, Luc téléporte Jarry, un humoriste, qui est l'un des invités. Alors dans le dernier épisode de Comment il fait, on parlait déjà de téléportation et beaucoup d'entre vous m'ont demandé si la téléportation avec Jarry c'était la même chose qu'avec Ben Hart. Non, ça n'est pas la même chose. Jarry n'est pas complice, il n'a pas de frère jumeau, enfin on va voir tout ça, regardons déjà le tour. 2 coffres-forts, un orange, un bleu. Jarry monte dans l'orange. Le coffre-fort orange. Sinon ça ne veut rien dire. Et Florent Père surveille, autant dire qu'il sert à rien. Au passage, on peut reconnaître une des musiques d'Insaisissable dans le fond, film que Diversion pompe à mort, tant sur la mise en scène et le style graphique que sur les musiques. C'est bon, je vous reviens, j'arrive. Juste avant, je le mentionnais, l'expérience implique un 2e coffre-fort, même modèle que le premier, fait d'un matériau légèrement différent, ce qui explique la différence de couleur. Bon, le truc vraiment intéressant dans ce tour, c'est qu'il y a une caméra dans chaque coffre. La téléportation va avoir lieu en direct. Et je me permets d'ouvrir la caméra qui est à l'intérieur, voilà, on la voit. Reste plus qu'à refermer. Et ne soyez pas surpris, Jarry, une fois que Florent et moi allons refermer, Florent et moi allons avancer le coffre-fort un peu sur scène pour le mettre dans la lumière, donc vous allez sentir que ça bouge un peu. Fermeture du coffre de gauche. Oh, il est lourd le Jarry. Et voilà, juste ici, c'est bon. Tout se passe bien, Jarry? Petite marionnette, oui ça va, c'est trop long. Non, on a presque terminé, Jarry, je suis en train de faire un branchement entre les deux. Je sais pas pourquoi, faut toujours qu'il y ait un câble à brancher dans ces tours-là. Parfait. Jarry, oui. ce serait le moment pour vous de sortir votre main par l'avant du coffre, si vous voulez bien. Oui. Excellent, on la voit bien. Jarry sort sa main du coffre pour dire « je suis toujours là ». 3, 2, 1... Et boum! Téléportation. Jarry est passé d'un coffre à l'autre. Approchez, Florent. Truc de ouf. Mais comment cet exploit a-t-il pu être réalisé? Il faut avant tout noter le grand mur noir derrière les coffres. Ce simple détail nous dit tout. En fait, le principe c'est que chaque coffre est en réalité le réceptacle d'une boîte plus petite. En clair, chaque coffre peut être considéré comme une boîte dont les faces avant et arrière peuvent être ouvertes. Avant parce que c'est la porte du coffre, et arrière parce que on va pouvoir venir insérer une boîte plus petite dedans. Cette boîte plus petite, elle, c'est vraiment une boîte fermée avec juste l'avant qui s'ouvre. Le principe du coup c'est qu'au niveau de chaque coffre on peut venir enlever la face arrière pour insérer la petite boîte. Et quand on ouvre à l'avant, on a l'illusion d'un coffre complet. Pour que l'illusion soit complète, il faut que la porte de la petite boîte et la porte du coffre soient ouvertes comme une seule et même porte. Donc je pense que quand la boîte est dans le coffre, les 2 portes se collent l'une à l'autre et on peut les ouvrir comme une seule. Donc cette boîte est mise dans le coffre de gauche au début du tour, c'est là qu'il y aura Jarry. Et dans le coffre de droite, il n'y a pas de boîte du tout, il y a juste la face arrière amovible. Pour prouver que Jarry est dans une boîte elle-même à l'intérieur d'un coffre, il suffit de regarder les 2 coffres quand ils sont ouverts justement. Le sol du côté de Jarry correspond aux limites du coffre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de rebord en fait. Donc si on regarde le cadre du coffre, il y a le cadre comme ça et direct c'est le sol. Direct on a les parois, ok, il n'y a pas de rebord. Alors que si on regarde au niveau de l'autre coffre, le coffre de droite, on regarde le cadre du coffre et on se rend compte qu'il y a un rebord. On voit que ça va plus profondément. Ce qui prouve en fait que l'espace est plus grand. Pourquoi? Parce qu'il s'apprête à accueillir la plus petite boîte. C'est logique, la petite boîte, elle a forcément un volume inférieur au coffre pour qu'elle puisse rentrer dedans. Donc si on fait le lien entre les coffres spéciaux et la grande toile noire qu'il y a derrière, on comprend assez vite que le principe du tour, c'est que la boîte dans laquelle est Jarry est retirée du coffre de gauche,
déplacé derrière le rideau noir et inséré dans le coffre de droite. Imaginez que ça ce soit le coffre de gauche, on vient fermer la porte de devant, on retire la boîte, on la fait passer derrière le rideau noir et on vient l'insérer dans le coffre de droite. Tout le reste après, ce sont des détails qui améliorent l'illusion. Premièrement, le coffre de gauche est avancé sur la scène, donc éloigné du rideau. Donc forcément, ça veut dire que la boîte a été retirée du coffre avant que le coffre soit bougé. Parce que sinon après, il n'y a plus de... Sinon après on voit tout, quoi. Jarry, lui, ne se rend compte de rien, parce qu'il a aucun repère. Il sent peut-être les déplacements de la boîte derrière le rideau, mais comme Luc demande à Florent Père de bouger le coffre, c'est normal qu'il sente un mouvement, il se pose pas de questions. Donc ce déplacement à l'avant a deux utilités du coup. Permettre à Jarry de pas se poser de questions sur les sensations de déplacement, et permettre d'augmenter l'illusion en séparant le coffre et en laissant l'espace vide derrière pour qu'on puisse pas tricher. Parce que la triche a déjà eu lieu. Deuxième détail, la main qui sort du coffre. Ça se produit après que le coffre a été avancé. Donc ça n'est pas la main de Jarry. Ce qui veut dire que quand ils ont retiré la boîte du coffre, il y a quelqu'un qui s'est glissé dedans rapidement avant qu'il l'avance. Donc ce complice ou cet assistant caché est là pour jouer le rôle de la main de Jarry. Vous vous dites peut-être que synchroniser son mouvement avec un invité imprévisible, c'est chaud du cul. Mais en fait pas tant que ça. Quand Luc ouvre l'œillet sur le coffre, il donne une petite tape dessus avec sa main. Pour moi, c'est un signal pour que l'assistant mette sa main juste au bord et se tienne prêt à la sortir instantanément lorsqu'il recevra le deuxième signal. Quel est ce deuxième signal ? Eh bien écoutez. Ce serait le moment pour vous de sortir votre main par l'avant du coffre, si vous voulez bien. Oui. Excellent. Vous voyez ? Dès que Luc dit oui, la main sort instantanément du coffre. Donc pour moi, c'est Luc qui fait le lien entre les deux. Il regarde l'écran, et dès qu'il voit que Jarry s'apprête à sortir sa main, il dit oui, et l'assistant la sort à ce moment-là, ce qui fait que les deux actions sont synchronisées. Pour remettre la main à l'intérieur du coffre, c'est pareil. Luc regarde l'écran, dès qu'il voit que Jarry rentre sa main, il pousse la main du complice pour que les deux actions restent encore une fois synchronisées. Et troisième détail, les couleurs à l'intérieur des coffres. À l'intérieur du coffre de gauche, quand il était ouvert, on voyait que c'était bleuté. En fait, on sait bien que c'est pas l'intérieur du coffre, mais l'intérieur de la boîte dans le coffre. Et pour l'intérieur du coffre de droite, l'intérieur est rouge. Mais en fait, toutes ces couleurs, c'est juste des lumières. Les deux intérieurs sont blancs ou gris, enfin une couleur neutre, et sont éclairés par des lampes colorées. Donc au moment de la téléportation, en fait, l'éclairage à l'intérieur de la boîte passe simplement de bleuté à rouge. Et au niveau des deux écrans, en régie, ils ont juste à inverser les sources des deux écrans. Et c'est comme ça qu'on peut passer de Jarry sur fond bleu à gauche, à Jarry sur fond rouge à droite. Vous voyez donc que cette série de détails permet de donner l'illusion qu'on téléporte un invité. La main qu'on voit juste avant la téléportation, les couleurs à l'intérieur des coffres, les caméras, toutes ces informations sont données pour qu'on se dise que Jarry n'a pas pu se déplacer pendant le tour. Et c'est ça pour moi la vraie magie, c'est nous montrer quelque chose d'impossible. On sait que c'est impossible, mais on le voit quand même. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce tour et sur sa réalisation dans les commentaires, et nous allons maintenant passer à un deuxième tour. On reste sur de la téléportation, mais il s'agit cette fois-ci d'un tour collectif, donc avec les 6 magiciens de l'émission, et du coup je trouvais ça intéressant. Caroline et Victor sont sur une table. On dirait le début d'une mauvaise blague. Luc est sur le côté, il y a des draps sur les tables, vous devinez sans doute les effets qui vont suivre. Pas d'ombre, pas d'angle mort. Dans ces conditions, il est pratiquement impossible de cacher quoi que ce soit. Alors nous allons faire appel à notre joker. Et notre joker, vous le connaissez, c'est notre ami Gus. Apparition de Gus. Pour continuer le numéro, est-ce que Caroline et Victor, vous pouvez descendre de la table, s'il vous plaît. Luc, j'ai ramené quelques chapeaux pour qu'on continue de manière un petit peu plus festive. Comme nous sommes là pour réaliser l'impossible, dans un instant, je vais tenter de faire s'interchanger le chapeau de Caroline à la place de Victor et le chapeau de Victor Inversion des chapeaux. sur la tête de Caroline. C'est le premier tour de l'émission, hein, donc il commence doucement. Le chapeau de Caroline est sur Victor et le chapeau de Victor est sur Caroline. Non seulement les chapeaux se sont interchangés, mais également Victor et Caroline. Inversion des magiciens. C'est joli ce tissu, c'est Oui. des rideaux. Apparition d'un truc bleu. Apparition d'un truc beige. Et voilà. Attends Luc, on a Caroline, Victor, 3, 4, 5. Apparition d'un truc violet. Disparition d'un truc rouge, de Luc. Antonio! Enzo! Et Luc? Et on découvre que Luc est sous le drap violet. Comment peut-on faire autant de disparitions, interversions et apparitions dans un environnement où l'on voit tout ? C'est simple, l'assertion selon laquelle on voit tout autour de la table est fausse. Déjà, Luc dit qu'on voit sur les côtés de la table, mais ça là, c'est pas des murs par hasard ?
Sans déconner, il y a 3 murs bleus autour de la table, le public est loin de voir partout là. Et pour couronner la cerise sur le gâteau, il y a un 4e mur, qui n'a rien de dramatique. Ce mur comble la face arrière de la table. Autrement dit, entre les 2 pieds du fond de la table, il y a une paroi. C'est une surface pleine sur laquelle est affiché un trompe-l'œil. Sauf que si on fait pause, ça trompe plus grand chose. Les lignes, les lumières, les perspectives, il n'y a rien qui correspond à rien là. Alors, je suis désolé de prendre ce ton un petit peu agressif, mais c'est vraiment un tour foutage de gueule là. On te dit que les conditions rendent la triche impossible, qu'on voit tout, mais t'as 50 angles morts et une triche grossière. Je me sens un peu pris pour un pigeon et je trouve ça dommage pour le seul tour de l'émission qui réunit les 6 magiciens. C'est le tour qui les met le moins en valeur. Mais c'est pas de leur faute, c'est l'émission qui est comme ça, la mise en scène, la production, qui les force à faire des trucs ensemble, alors que leur style et capacités correspondent pas forcément. Bref, puisqu'il y a une paroi à l'arrière de la table, on a un immense espace derrière lequel sont cachés Gus, Antonio, Enzo et un complice. Gus monte sur la table quand le drap est levé. Pour l'échange entre Caroline et Victor, c'est facile. Caroline monte le drap en premier. Une autre personne, peu importe qui, prend sa place. On voit pas du tout leurs mains en haut du drap, donc c'est facile pour 2 personnes d'échanger leur place tout en gardant les mêmes prises au niveau du drap. La personne qui prend la place de Caroline a un chapeau identique. À ce moment-là, c'est donc une autre personne et un autre chapeau qui se trouvent derrière le rideau. Et Caroline est en train de ramper vers la droite avec son chapeau. Quand le drap violet est complètement levé, Caroline prend la place de Victor. Et Victor rampe vers la gauche avec son chapeau. Quand la 3e personne lève le drap rouge, ça permet à Victor de prendre sa place. Et cette 3e personne retourne se cacher derrière. Vous voyez, c'est surtout l'ordre dans lequel on lève les draps qui compte. Les deux sont jamais levés en même temps. On lève d'abord un côté, il y a un échange qui a lieu. Ensuite, on peut lever l'autre côté pour faire un autre échange. Celui-là peut se baisser. Et on relève une dernière fois ce côté-là pour faire le 3e échange. Et du coup, quand on baisse tout, il y a 2 personnes qui ont changé de place. Pour que l'un des deux puisse se déplacer, il faut qu'une 3e personne garde le drap levé. Donc un complice remplace Caroline, qui se déplace. Elle remplace Victor, qui se déplace. Et il remplace le complice qui repart à sa place. Ça fait beaucoup de place dans la même phrase. Ensuite, on réutilise le même principe qu'avec Gus au début, c'est-à-dire que les personnes montent sur la table pendant que le drap est levé. Donc on a d'abord Antonio qui monte dans un drap, puis se met devant, et Enzo pareil. Pendant que Luc lève le drap violet, il y a un moment où il est totalement caché. Et là, il y a le fameux complice dont je parlais au début, qui monte sur la table, et qui échange de place. Et c'est Luc, du coup, qui se met dans le drap, et qui descend avec les autres. Ce complice est habillé et coiffé comme Luc. Il n'y a que son visage qui est forcément différent, mais c'est pas grave parce qu'il ne le montre pas. Après que Luc ait été dans le drap et descendu de la table, le complice reste de dos, si vous regardez bien. Le complice n'a plus qu'à lever le drap et sauter derrière la table pour disparaître, et les 3 golems peuvent sortir de leur drap. Ce tour est extrêmement simple et classique, mais l'effet reste quand même impactant. Comme je vous dis, moi j'ai été un peu déçu par ce tour, parce que le fait qu'il y ait les 6 magiciens ensemble, ça m'a fait en attendre plus. Après, à l'écran, je trouve que l'illusion de la table, le trompe-l'œil, tient pas hyper longtemps si on est attentif. Du coup, j'aimerais bien savoir comment les spectateurs dans la salle ont vécu cette illusion. Dans la dernière vidéo que j'avais faite sur Diversion, il y avait des gens qui étaient dans le public sur le plateau qui avaient mis quelques commentaires pour dire un peu ce que eux avaient vu. Et donc si cette fois encore des spectateurs du plateau pouvaient se manifester et mettre quelques petits commentaires, ça pourrait être très sympa. Personnellement, j'aime bien les tours qu'il y a dans cette émission, c'est tout le reste dans l'émission que j'aime pas en fait. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir avec un petit pouce ou un commentaire. N'hésitez pas non plus à la partager tout autour de vous, moi ça m'aide beaucoup. Si vous ne voulez rien manquer de la suite, vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Twitter. Il est également possible, pour ceux qui le souhaitent, de me soutenir financièrement sur la page Tipeee. D'ailleurs, je tiens comme d'habitude à remercier les tipeurs. Et moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.